Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce jeudi 12 avril. 50 ans en Yvelines a adopté son budget 2018 hier soir. Une question au cœur des discussions. Faut-il faire évoluer l'agglomération en une communauté urbaine? Ce statut permettrait de trouver des fonds supplémentaires pour le territoire qui pourrait perdre dès l'an prochain un avantage fiscal. Explication à suivre. L'Île-de-France se dote d'une agence régionale de la biodiversité. Elle a été lancée officiellement ce matin depuis le siège de la collectivité à Saint-Ouen. L'objectif est de protéger le patrimoine naturel francilien, composé notamment de 10 000 espèces animales. Son président est yvelinois et il est notre invité, le député MoDem Bruno Millienne. Et puis c'est une nouveauté à France Miniature et Elancourt. Les visiteurs pourront profiter désormais des commentaires audio de Stéphane Bern pour 12 monuments du parc. Il était sur place hier pour présenter cette animation. Après 3 jours de répit pour les usagers, la grève à la SNCF reprend pour demain vendredi et pour 2 jours. Les cheminots continuent leur mouvement perlé de 3 mois pour s'opposer au projet de réforme ferroviaire du gouvernement. Une journée de galère dans les transports est à prévoir de nouveau. En moyenne 2 trains sur 5 sur l'ensemble du réseau en Ile-de-France. Pour les lignes qui concernent 50 ans en Yvelines, c'est 1 train sur 3 pour le RERC, tout comme les lignes N et U. Et les horaires de vos trains et les dernières infos sont à consulter sur le site transilien.com. Dans l'actualité politique, les soutiens à Pierre Bédier resserrent les rangs. Le président du conseil départemental, candidat à la présidence des Républicains dans les Yvelines, fait face à une contestation d'une partie de son camp. Avec nous par téléphone, Philippe Bennassaya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire Les Républicains de Bois d'Arcy, également conseiller départemental. Est-ce que pour vous, Philippe Bennassaya, on peut parler d'une fronde au sein des Républicains des Yvelines ou finalement c'est l'expression de voix isolées ? Alors, qu'entendez-vous étymologiquement par fronde? Déjà, les mots ont leur importance. Une fronde, c'est une rébellion. Une fronde, c'est une rébellion qui est importante et qui exprime plusieurs revendications. Là, c'est une élection interne avec un candidat contre un autre candidat. Moi, j'appelle ça une démocratie. Je voulais faire référence à cette tribune publiée par 130 élus LR qui demande justement l'organisation d'une élection ouverte. Parmi ces élus, il y a Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay, Othman Nasrou, également conseiller régional. Je voulais faire référence à cette tribune. C'est pour ça que je parlais de fond. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que s'il n'y avait eu qu'un candidat, on aurait dit que c'est de l'autocratie. À partir du moment où il y a 2 candidats, on dit que c'est une fronde. En général, lorsqu'il se passe cela à gauche, on trouve ça tout à fait normal. Et quand c'est à droite, quand il y a 2 candidats qui se présentent dans un parti, on appelle ça une fronde. Donc, pour ça que je commençais par là, pour dire que ce n'est pas une fronde, c'est un combat. C'est un dialogue qu'il va y avoir et c'est un combat tout à fait démocratique et normal. Quant à la liste dont vous faites référence, c'est une liste de plusieurs élus. Alors, il n'y a pas 130 ou 140 comme vous avez dit, mais il y a très probablement, j'ai compté, j'ai regardé, il y en a à peu près 90, donc 46 élus. Sur les signataires, il y a à peu près 46 élus, il y a 2 maires et une vingtaine ou une trentaine de conseillers municipaux. Donc il faut savoir raison garder, c'est pas une fronde. Encore une fois, 2 maires, c'est pas une fronde. Une trentaine de conseillers municipaux, dont une grande partie sont de Vélizy, c'est pas une fronde. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de répondre aux mots que vous employez. C'est juste 90 signataires, donc une quarantaine d'élus, qui ont décidé de faire confiance à un candidat plutôt qu'à un autre. Est-ce que c'est anormal? Et en tout cas, on laisse la réponse pour les téléspectateurs. Merci en tout cas, Philippe Bennassaya, d'avoir été avec nous. Et on précise que dans cette élection interne, Alexandra Dublanche, élue régionale, se présente également à la présidence des Républicains dans les Yvelines, une élection qui devrait avoir lieu courant octobre. Faudra-t-il bientôt parler de communauté urbaine de 50 ans en Yvelines au lieu de communauté d'agglomération? La question est désormais posée et a même été débattue hier soir en conseil communautaire à l'occasion du vote du budget. Un changement de statut qui permettrait de dégager une nouvelle manne financière alors que la pression fiscale s'accroît sur l'agglomération. Les détails de Nicolas Kirillovitz. C'est un trésor de 13 millions d'euros que doit trouver l'agglomération de 50 ans en Yvelines. L'avantage fiscal dont bénéficie la collectivité pour sa participation au système de péréquation sera remis en cause dès l'an prochain.
Pour trouver de l'argent sans augmenter les impôts ou réduire les services, la majorité réfléchit donc à évoluer et pourrait rejoindre le club très fermé des communautés urbaines. Ça nous donnerait une bouffée d'air de l'ordre de 8 à 9 millions d'euros par an pour pouvoir se poser et prendre le temps peut-être pour faire d'autres réformes sur le long terme. Pour changer de statut, 50 ans en Yvelines devra à nouveau s'élargir pour atteindre le seuil de 250 000 habitants. Une option que l'opposition de gauche ne rejette pas, même si pour elle, un large débat territorial doit être rapidement mis en place. Là-bas, c'est une discussion d'abord entre nous par rapport aux différentes compétences qu'on souhaite et aux différentes coopérations qu'on souhaite entre nos communes. Et après, on verra vers qui on se tourne. Cette discussion s'est inscrite dans le vote plus large du budget, 550 millions d'euros approuvés par les élus avec 46 voix pour et 25 abstentions. Un budget qualifié de transition et d'attente par la majorité. Les délibérations pour le transfert de compétences patinent depuis plusieurs mois. On est une seule interco, mais avant tout, on est 12 maires. Et avant de penser peut-être à l'intercommunalité, chaque maire défend un peu sa propre ville. On n'a pas trouvé encore le rythme qu'il faut. Et c'est vrai que sans ce rythme-là, on a du mal à se projeter dans l'avenir. Les élus ont également voté le maintien des impôts locaux à leur taux actuel. Le prochain conseil d'agglomération est prévu le 29 mai prochain. L'évolution de l'intercommunalité devrait une nouvelle fois rythmer les débats. J'accueille sur ce plateau Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines, également premier président de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France. Elle a été lancée officiellement ce matin. Alors avant de parler de ça, deux questions sur l'actualité politique. Emmanuel Macron qui était l'invité du 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 pour parler de sa première année de mandat à la présidence de la République. Quel regard portez-vous sur ces 1 an ? Moi, je porte le regard de quelqu'un qui est très allant, qui a envie de faire des réformes, parce que le pays a besoin d'être réformé. Ça faisait trop longtemps qu'on était dans l'immobilisme. Alors, pour certains, ça peut paraître un petit peu trop rapide, on enchaîne les réformes les unes derrière les autres, mais on est obligé, on n'a pas le choix, parce qu'il y a tellement de secteurs économiques et de secteurs de la vie française qui sont dans l'immobilisme en panne depuis tellement longtemps qu'il faut qu'on aille très très vite, qu'on avance pour que les résultats se voient assez rapidement en fait. L'un des dossiers justement c'est cette réforme à la SNCF portée par le gouvernement et qui génère en ce moment un mouvement perlé des cheminots, on en parlait en début de journal. Est-ce que le gouvernement a raison de ne pas reculer face aux cheminots ? Écoutez, moi je vais être très clair là-dessus. On peut ouvrir à la concurrence sans rien changer à la SNCF et je ne donne pas 3 mois à la SNCF pour survivre. Ouverture à la concurrence, c'est notamment évoqué dans ce projet, et également le changement de statut de cheminot à l'embauche, oui. Juste sur l'ouverture à la concurrence, je vais prendre 2 lignes qui nous concernent dans les Yvelines. Je pense que vous pouvez demander aux usagers de la ligne J et de la ligne N s'ils n'ont pas envie d'une ouverture à la concurrence et vous verrez ce qu'ils vous répondront. Alors Bruno Millienne, vous êtes le premier président de cette nouvelle structure, l'Agence régionale de la biodiversité, qui a été donc lancée ce matin en compagnie de Valérie Pécresse au Conseil de l'Île-de-France à Saint-Ouen. Cette agence est la première du genre au niveau national, une agence régionale qui est une première du genre au niveau national. Comment abordez-vous ce nouveau rôle de président ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que si la RB francilienne est la première opérationnelle en France, c'est parce qu'on ne part pas de rien. On n'est pas parti d'une feuille blanche. Ça part de Nature Paris, voilà, qui a été créée en 2007 par Jean-Vincent Placé. Et on a beaucoup travaillé, c'est vrai, cette année, et sous la pression d'ailleurs de Valérie Pécresse, pour faire aboutir le conventionnement avec l'AFB et avec des partenaires aussi comme l'État au travers de la DRIE et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc on est dans la continuité, on nous rajoute une mission, par rapport à toutes les missions qu'on faisait déjà, on nous rajoute une mission majeure, qui est une mission d'ingénierie territoriale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Voilà, je ne veux pas que les bureaux d'études commencent à hurler en disant voilà, ils sont en train de faire un bureau d'études et ils vont nous piquer notre travail. C'est pas du tout ça. On veut travailler avec les collectivités, avec les gens qui travaillent sur des aires protégées aussi, pour travailler très en amont, notamment sur l'aménagement du territoire, de manière à ne pas faire d'erreurs. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Tout le monde a bien compris l'histoire du réchauffement climatique, mais il faut savoir que
Est-ce que c'est indissociable ce réchauffement Voilà, climatique c'est de la indissociable biodiversité? de la préservation et de la restauration de la biodiversité. Ça, faut vraiment l'avoir en tête. D'accord. C'est-à-dire qu'une espèce qui disparaît, et malheureusement, vous avez vu les derniers rapports du WWF, si on a plus 4,5 degrés d'augmentation de température, c'est 50% des espèces dans des milieux protégés en termes de biodiversité qui disparaissent. Et notamment en Ile-de-France, 21% d'oiseaux en moins en 15 ans. Oui. Des espèces qui sont en recul. En revanche, une bonne nouvelle, on a retrouvé un castor. Le castor qui est de retour dans le département voisin de l'Essonne, c'est ça? C'est l'objet d'ailleurs d'une conférence ce soir. Oui. Mais ça, voilà, il y a des bons bons signes comme ça. Après, il faut qu'on s'organise. On peut pas travailler, et on va établir une stratégie pour la région. On va faire ça pour la présidente. On va travailler dessus, une stratégie régionale de la biodiversité, parce qu'il n'est pas question de traiter la biodiversité par silo. C'est-à-dire, on va pas faire Paris d'un côté, la métropole du Grand Paris de l'autre côté, le reste de la région de l'autre côté, la Grande Couronne de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une continuité et qu'on fasse quelque chose d'intelligent et qui serve justement le renouveau de la biodiversité dans notre région. Cette région d'Île-de-France, justement, c'est 10 000 espèces animales, 47% du territoire est agricole, 280 000 hectares d'espaces boisés. C'est la région, en effet, la plus peuplée, la plus urbanisée de France. Est-ce qu'on a tendance à oublier qu'elle est aussi une région riche, avec un patrimoine naturel riche? Et c'est justement notre chance. C'est-à-dire qu'on a les deux. Alors effectivement, les zones denses en termes d'urbanisme sont très, très, très minéralisées. Et celles-là, il va falloir qu'on les reverdisse. Mais j'aime pas ce terme, parce que reverdir, ça veut rien dire. C'est pas simplement planter 4 fleurs. Il va falloir qu'on réintroduise donc de la nature et de la biodiversité dans les parties très minérales. Et il va falloir qu'on fasse très attention à notre aménagement de territoire. Pas de mitage, il faut qu'on arrête ça. C'est compliqué, parce que la pression foncière est forte. Et là, on sera obligé de faire des aménagements urbains. Il faudra qu'on les pense vraiment en préservant la biodiversité qu'il y a tout autour. Mais il y a plein d'acteurs autour de nous qui sont prêts à nous aider. Ça veut dire que restaurer la biodiversité, c'est possible, c'est pas irréversible. Quand on parlait tout à l'heure des espèces en recul, d'autres qui reviennent, le castor, c'est pas irréversible, mais il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi très vite, en revanche, parce qu'il y a un moment ou un autre où effectivement ça deviendra irréversible. Alors vous comptez aussi pour mettre en place cette agence de la biodiversité sur la logique partenariale, c'est ça? Il y aura, oui. Vous en disiez des mots tout à l'heure, des partenariats avec notamment des communes. Alors, on a des partenariats pour la création de l'agence, ça je vous l'ai cité, mais on va rester effectivement très partenarial dans la façon de fonctionner. Il y aura 6 collèges, un collège des entrepreneurs, il y aura les associations. Bon, je ne vais pas tous vous les citer parce que ce serait de manière exhaustive, parce que ce serait un petit peu embêtant pour les téléspectateurs. Mais voilà, dans chacun de ces collèges, il y aura un membre qui sera représenté au directoire. Bon, ça c'est pour la partie, on va dire, administrative, budget, etc. En revanche, sur chaque point de détail, on réunira les collèges entre 2 et 4 fois par an en fonction des sujets, sur des thématiques précises, ce qui fait qu'on ne sera pas obligé de réunir tous les collèges. Mais sur chaque thématique, si on a un truc pour les entreprises, on réunira le collège d'entrepreneurs, on bossera avec eux, on travaillera avec eux pour être le plus efficace possible. Dernière question, vous espérez que cette première agence régionale de la biodiversité, que ça soit une dynamique qui s'insuffle dans toute la France, que vous serviez d'exemple à travers toute la France, qu'il y ait d'autres agences régionales de biodiversité qui se créent en France? Alors j'ai cru comprendre qu'on allait déjà être challengé par la région PACA, puisqu'il y avait la représentante de la future ARB PACA qui était présente ce matin et qui nous a invités à venir à la signature quand ils signeront. On ira avec plaisir. Ce serait bien, oui, qu'on soit challengé un petit peu par tout le monde, parce que c'est une saine émulation. Nous, on est plutôt confiants d'être une espèce de locomotive, parce qu'on a beaucoup fait avec Nature Paris. On est reconnu à la fois nationalement, pas seulement régionalement, mais nationalement et aussi internationalement. Donc j'espère qu'on va être une bonne locomotive pour les autres. Et en tout cas, on sera ravis de travailler en coopération avec les autres agences. Merci à Bruno Millienne d'avoir été avec nous, président de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France. Et vous pouvez retrouver toute son actualité sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Cette opération avait pour but aussi de préserver la propreté du quartier Les Friches à Maurepas. Une vingtaine d'enfants a ramassé hier mercredi des déchets de tout genre, canettes, mégots de cigarettes ou encore papier jetés sur les dalles et espaces verts. Une action pour sensibiliser à l'amélioration du cadre de vie. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Après avoir été équipés, ces enfants de l'association Maurepas Entraide partent à la recherche de détritus dans le quartier Les Friches. Une opération de propreté à l'initiative du bailleur social Toit et Joie. On a pas mal de déchets, notamment parfois des jets par les fenêtres. Et donc cette action permet de sensibiliser les enfants qui, dès le plus jeune âge, peuvent avoir les bonnes manières et notamment éviter de jeter un papier de bonbon par terre et plutôt aller le mettre à la poubelle. Ah, il y a quelque chose là-bas. On a trouvé des canettes, on a trouvé des oiseaux. On a trouvé un truc bizarre, je sais pas, on dirait un pistolet, je sais pas. On a trouvé plein de choses.
Plus insolite, ces 2 chatons abandonnés découverts lors de cette opération de nettoyage. Ils ont rapidement trouvé des propriétaires grâce à Carolina. Gardienne dans le quartier depuis une quinzaine d'années, elle fait en sorte que ce lieu de vie soit le plus agréable possible. On a fait construire des nouveaux locaux poubelles, encombrants et OM, ordures ménagères, pour éviter les bacs qui étaient devant et que ça donnait accès à tout le monde en passant sur la route, qu'on pouvait tout déposer chez nous. Bilan de cette première opération, des sacs bien remplis de déchets en tout genre et des enfants sensibilisés. C'est qu'il ne faut pas polluer la terre. Faut pas polluer la terre. Santé, zoom à présent sur cette première en Ile-de-France, une anesthésie locale pour les opérations de la main. Cette nouvelle technique, tout comme le robot chirurgical dont nous vous parlions hier, est utilisée à la clinique des Franciscaines à Versailles. Elle nous vient du Canada et commence à s'imposer peu à peu sur le territoire. Reportage de Camille Lambert. Ouvrez grand la main. Voilà, nickel. Voilà, vous posez votre main tranquillement. Voilà, j'ai mis un petit coussin là, comme ça, sous le poignet. Pour cette opération du canal carpien, pas de garrot ni de paralysie du membre supérieur comme c'est le cas habituellement, mais une anesthésie locale. Une technique venue du Canada, adoptée par le docteur à part depuis 2 ans. C'est un mélange d'anesthésie adrénalinée, c'est-à-dire que l'adrénaline vasoconstricte les vaisseaux et les rapetisse. Donc en fait, ça évite le saignement. On anesthésie toute la zone opératoire et même si cette patiente est sous anticoagulant, c'est-à-dire un médicament qui fluidifie le sang, l'adrénaline joue son rôle de vasoconstricteur, ça ne saigne pas pendant l'intervention comme vous avez vu et elle a pu se servir aussitôt de sa main et sortir avec un petit pansement. Pas de garrot, pas de sédatif, elle n'est pas à jeun, c'est un peu comme chez le dentiste finalement. Si l'anesthésie wallante existe depuis 15 ans en Amérique du Nord, c'est une nouveauté sur notre territoire. La clinique des Franciscaines à Versailles est la première en Ile-de-France à proposer cette technique et à la faire découvrir aux chirurgiens. Je n'avais pas vraiment cette habitude-là, donc ça fait 6 mois que je fais que ça pour la main et où je vois vraiment le changement. C'est nous qui faisons l'anesthésie, donc on suit le patient du début à la fin. Donc il est vraiment en confiance, il n'a pas 40 personnes différentes qu'il va voir au bloc opératoire. Une confiance qui se confirme à la fin de l'intervention. Cette patiente joue du piano et craignait de perdre certaines facultés. Mais c'est génial, hein. Et la première chose que j'ai faite après l'opération, j'ai regardé si je pouvais jouer. Bon, je peux jouer. Oh, c'est génial, de toute façon, je reviens dans 1 mois pour faire la main gauche. Kyste, sur les nerfs, mais aussi prothèse de pouce ou opération osseuse, la technique se développe pour permettre de plus en plus d'interventions sur la main. Elle commence également à être utilisée en chirurgie du pied. C'est la grande nouveauté cette année à France Miniature. Les visiteurs pourront entendre la voix de Stéphane Bern, l'animateur de télévision et de radio, a enregistré ses commentaires sur ses 12 monuments préférés visibles au parc en format réduit. Pour présenter ce projet, Stéphane Bern était sur place hier à Elancourt, tout comme Mickaël Elmidoro. Ce château présente la gloire de celui qu'on appellera longtemps le plus grand roi du monde. Vous avez sans doute reconnu sa voix. France Miniature accueille cette année un monument de la télévision, Stéphane Bern. L'animateur a enregistré des commentaires audio sur 12 sites historiques français, avec au programme des anecdotes, une vraie passion pour Monsieur Patrimoine. Sur un site à Elancourt, vous avez un ensemble de tous les joyaux de la France. Et je trouve que c'est une mise en valeur du patrimoine pour les générations qui viennent. Et on est dans l'envie de transmettre aux jeunes générations. Je me dis, mais si ça peut éveiller le goût des visiteurs et leur donner envie d'aller voir en vrai sur place, j'aurais réussi mon pari. C'est un paysage culturel exceptionnel. Via des bornes interactives, Stéphane Bern propose un tour de France du château de Chambord en passant par l'hôtel des Invalides à Paris. Avec ce partenariat, France Miniature espère booster sa fréquentation et vise le chiffre de 200 000 visiteurs sur cette saison 2018. Stéphane Bern est un moteur, je pense que ça peut intéresser nombre de visiteurs et puis surtout ça permet d'ouvrir la culture et l'histoire à des nouveaux visiteurs et d'apporter par un nouveau biais, un nouveau canal et de séduire d'autres types de populations. Je pense aux enfants notamment qui le suivent à la télévision et qui pourront le retrouver sur le parc. La voix de Stéphane Bern sera à découvrir dès le samedi 14 avril à France Miniature.
Allez, avant de se quitter, La Flûte enchantée, c'est sans doute l'opéra de Mozart le plus connu, composé en Autriche en 1791. Cette œuvre ne cesse d'inspirer. À la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, c'est le cabinet vétérinaire qui l'interprète ce samedi 14 avril. Une adaptation pétillante et miniature. Mélanie Poquet et Marion Ptac ont rencontré Édouard Signolet qui signe la mise en scène. Regardez. Édouard Signolet, bonjour. Bonjour. Alors, votre Flûte enchantée est une miniature, mais miniature par le nombre d'artistes sur scène, une comédienne, 4 chanteurs et un accordéon. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Comment on en vient à faire la Flûte enchantée? Comment on en vient sur cette forme-là? Sur cette forme-là, on en vient parce qu'on a envie, enfin en tout cas moi j'ai envie de faire partager l'opéra au plus grand nombre. Quand on pense opéra, on pense gros décors, énormes choristes, fosse d'orchestre énorme, donc un temps de travail énorme et du coup surtout sur des lieux spécifiques. Ce qui fait que l'opéra se trimballe pas partout, enfin se transporte pas partout. Et donc l'objet en fait de cette miniature lyrique, c'est de pouvoir jouer partout. Et ce qui était fascinant sur le travail qu'on a élaboré, c'est qu'on peut jouer vraiment partout, dans la rue, dans des théâtres, dans des lieux qui ne sont pas forcément théâtraux. On l'a joué dans des lycées, voilà, dans des salles. Et vraiment, on s'est apporté l'art lyrique partout. Et en plus, le format est un peu plus court, parce que l'original fait près de 3 heures. Vous le réduisez à 50 minutes. C'est aussi pour amener plus de personnes vers l'opéra? Exactement, en fait. C'est pour, comme l'opéra fait souvent peur, notamment par sa durée, nous, on l'a vraiment réduit sur les plus grands airs. En tout cas, on a sélectionné les plus grands airs, réorchestré l'accordéon, pour vraiment que ça soit, on va dire, entre guillemets, plus digeste, en fait, et ça fasse moins peur. Voilà, le format 3 heures peut souvent faire peur. On se dit, oh là là, mon Dieu, je vais pas tenir. Alors que bon, en général, on se laisse quand même embarquer. Avec l'entracte. On peut respirer à l'entracte quand même. Mais là, ici, c'est vrai que c'est un spectacle complet sur 1 heure et c'est vraiment une sorte aussi de sensibilisation à l'opéra. C'est vraiment l'envie, en fait, qu'on a eue avec mon équipe de vouloir partager notre passion de l'opéra à tout le monde. Ce qui fait que vous l'ouvrez dès 6 ans. Oui, tout à fait. C'est un format qui permet, avec la comédienne qui justement explique aussi, d'amener l'enfant. Oui, tout à fait. Et après, c'est aussi une autre crainte, comme l'opéra est souvent dans une langue étrangère, que ce soit l'allemand, l'italien, et même quand on chante, tout n'est pas toujours extrêmement clair. Là, ici, le format, c'est vraiment de revenir au conte, comme La Flûte enchantée, c'est un conte. La comédienne raconte toute l'histoire, donc notamment l'histoire qui est chantée, pour que tout le monde puisse vraiment rentrer dans l'œuvre, même si c'est chanté en allemand. Alors, La Flûte enchantée, c'est quand même l'un des plus célèbres de Mozart, et son dernier, justement. Est-ce que ça a été un frein dans l'adaptation ou au contraire, on se dit comme tout le monde le connaît, on peut prendre un peu plus de liberté? En fait, c'est comme tous les grands classiques. Je veux dire, comme tout le monde les a un petit peu dans l'oreille, on peut vraiment s'amuser en fait à un peu dévier l'œuvre. C'est pour ça que la parodie, c'est pas vraiment c'est une parodie sans être une parodie, enfin notre forme. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tout le monde la connaît un peu, c'est toujours intéressant de dévier sur les grands classiques. En fait, on parodie toujours ce qui est très connu. Et est-ce qu'on retrouve les grands airs, notamment celui de La Reine de la Nuit, que je ne chanterai pas pour épargner les oreilles de nos téléspectateurs, mais justement parce que c'est aussi des morceaux très célèbres. Bien sûr, on a cet air-là et on a tous les autres grands tubes, celui de Pamina, l'air de la tristesse et puis bien sûr l'air de la fureur de La Reine de la Nuit. On a Papageno et Papagena aussi, voilà. Parce que sur scène, des chanteurs lyriques. Tout à fait, 4. Voilà, de très grands chanteurs. Parce qu'aussi, le but, c'était d'avoir aussi une très grande qualité musicale. Et donc, on a 4 chanteurs d'exception, un accordéoniste, un super accordéoniste, voilà, une super comédienne aussi. Et donc, c'était vraiment garder l'exigence musicale. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'était un spectacle jeune public qu'il fallait renier sur l'exigence musicale. Vous parlez du conte, alors est-ce qu'on suit toujours les aventures du prince Tamino? C'est bien lui? Tout à fait, c'est bien lui. Il est là du début à la fin, et que Céline prend en charge, donc elle prend en charge aussi tous les autres personnages. Et comme on a aussi inclus les chœurs, on a fait une adaptation des chœurs avec les 4 solistes, enfin les 4 chanteurs, et donc on a aussi des morceaux de chœur à l'intérieur. Parce que comme on a 4 chanteurs, on a à peu près le spectre de toutes les voix, enfin de la soprano jusqu'au baryton, ce qui fait qu'on pouvait donner des couleurs d'ensemble et de chœur. Et on le voit derrière nous, la mise en scène est minimaliste. C'est totalement épuré. C'est juste pour rentrer dans la voix, à l'écoute. Alors, il y a 2 choses en fait. Pour moi, c'est faire croire aux spectateurs qu'on est dans un concert classique typique, qui, à un moment, part totalement en sucette.
En fait, on dévie vraiment le concert classique et ça devient un spectacle. On commence par un concert et ça devient un spectacle. Et aussi le fait que ça soit totalement minimaliste, c'est pour laisser toute la place à la musique, mais aussi à l'imaginaire en fait. Ce qui fonctionne le mieux, enfin en tout cas dans ce qu'on a pu remarquer nous avec les enfants, c'est que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est dit et raconté, eux ils l'imaginent en fait. Comme on le donne pas à voir, eux ils imaginent tout ce qui se passe en fait, les dragons, le château, et on remarque souvent ça avec les enfants. Après le spectacle, en fait, ils nous donnent des dessins de tout ce qu'il n'y avait pas. En fait. Et ça, c'est toujours surprenant pour nous parce qu'il n'y a rien sur le plateau, mais ils dessinent toujours les chanteurs avec plein de choses autour, en fait. Donc, on voit vraiment qu'ils rentrent dans l'histoire complètement. Et ça marche aussi sur les adultes parce qu'ils sont vraiment avec les acteurs. Donc, c'est vraiment un décor sonore, humain, voilà. Et c'est un spectacle qui évolue? Alors il a évolué, tout à fait, parce que la première fois où on l'a créé, c'était donc à la Philharmonie de Paris, enfin anciennement Cité de la Musique. C'était sur un format très très court de 12 minutes. Donc il n'y avait que 2 chanteurs, et à chaque fois qu'on a repris le spectacle, on l'a recréé un tout petit peu. Donc on a allongé les airs, on a rajouté, enfin moi j'ai rajouté un chanteur, et à chaque fois on a fait grossir la forme. Donc à chaque fois ce spectacle a toujours évolué. Voilà. Merci Édouard Signolet. Merci Alors à la vous. flûte enchantée du cabinet vétérinaire est à découvrir samedi 14 avril à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, et première note à 20h30. C'est la fin de ce 7-8 journal. 7 informations importantes à vous rappeler. Demain, reprise de la grève à la SNCF et pour 2 jours. Pour les lignes qui concernent Saint-Quentin en Yvelines, et prévoir un train sur 3 pour le RERC, tout comme les lignes N et U. Les horaires de vos trains sont à consulter sur le site transilien.com. Cette édition est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Demain vendredi, place au 7-8 l'hebdo, présenté par Nicolas Kirilovitz. Et toutes les idées de sortie sur le territoire à retrouver également dans le 7-8 loisirs de Camille Lambert. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau 7-8 journal. Belle soirée sur TV78.